Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bilan seule vidéo avec le cabinet d'avocats Lando Associés par VK. Comme tous les 15 jours, un grand dossier, ça va être sur l'avant-projet de loi 4D dans quelques minutes, mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. 1. On en a parlé la dernière fois, le droit électoral des prochaines élections de juin est maintenant connu. Et ça y est, le décret est sorti, 5 mars, confirmant que ça sera bien les 13 et 20 juin que nous aurons le premier et le second tour pour les départementales et régionales, sous réserve de quelques ajustements corse ou ultramarins, avec les dates du 24 mai et du 14 juin pour les deux points de départ à chaque fois des campagnes électorales. Fonction publique maintenant. 2 décisions du défenseur des droits, qui sont juridiquement des avis, des recommandations. Un sur le fait que l'absence d'aménagement de poste de travail d'un agent en situation de handicap peut en soi être une discrimination. Et 2, sur le fait que le fonctionnaire a le droit, en cas de maladie imputable au service, au remboursement de tous les frais médicaux directement utiles. Reste à définir l'utilité. Autre actualité qui a été beaucoup commentée, des concours spéciaux pour l'accès à certaines écoles du service public, avec une ordonnance et un décret du 3 mars, avec notamment l'accès à certaines grandes écoles, y compris l'ENA, sur un certain nombre de critères qui évoquent un peu ce qu'avait été la filière il y a quelques années d'intégration à Sciences Po pour certaines zones de type ZEP. Autre décision qui déborde le cadre strict de la fonction publique, oui, toute personne a le droit de connaître le nom de l'agent en charge d'une affaire, y compris en disciplinaire ou même en pénitentiaire, nous dit le Conseil d'État. Et un décret, à la suite d'une loi du 8 juin, un décret du 9 mars, élargit au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris. Statut, mais de l'élu cette fois, remboursement des frais spécifiques des élus locaux en situation de handicap. Ça existe depuis longtemps en matière de droit municipal, départemental et régional. Ça a été étendu par la loi engagement de proximité et maintenant donc par un décret enfin de manière opérationnelle du 9 mars 2021 pour l'intercommunalité d'une part, avec revalorisation des plafonds d'autre part. De son côté, le Premier ministre a dégainé une circulaire du 10 mars 2021 qui va aller très très loin en matière d'autonomie, notamment budgétaire et de personnel, pour tous les services déconcentrés. Voici quelques détails. Commande publique durable maintenant. Le décret post-loi AGEC a été adopté donc en date du 9 mars 2021, fixant les taux minima de produits recyclés à prévoir dans la commande publique. Attention, il faut combiner ceci avec la loi elle-même du 10 février 2020 pour ce qui est des pneumatiques et des préfabriqués. Commande publique durable toujours, 2 parlementaires ont été missionnés pour faire un certain nombre de propositions pour une commande publique plus durable. Voici quelques détails et ça devrait conduire à des réformes ensuite. Commande publique toujours, quand j'ai des titres de paiement, des chèques emploi-service, titres restaurant, etc., chèques cadeaux, comment je calcule la valeur estimée du besoin? Réponse, c'est la valeur nominale de ce titre de paiement plus les frais de service, bien sûr, arrêt du Conseil d'État. École inclusive, on a une nouvelle circulaire et un nouveau modèle de PAI important pour les élèves qui ont besoin d'adaptations particulières. 8. Logement. On a un dispositif qui s'appelle le logement d'abord et qui va être démultiplié et adapté parce que l'on a une sortie de la période hivernale qui est d'abord différée en termes de date à cause du Covid et d'autre part parce qu'il y a tout un plan donc, de lutte contre sur tout ce qui est logement très sociaux et contre la précarité en matière d'habitat et notamment la situation des SDF. Donc une circulaire intéressante, assez copieuse du 1er mars 2021. Le Conseil d'État a rendu une décision importante du 1er mars sur les refus de communication de documents administratifs. Sur 1, quelle est l'étendue du contrôle juridictionnel là-dessus? Et 2, à quel moment dois-je communiquer un document alors que ce sont des informations environnementales et que je suis en train de choisir mon aménageur? Réponse souple du Conseil d'État. 10. Est-ce qu'un maire peut faire la fête foraine? Est-ce qu'il peut aller à la pêche au canard, voire aux voies, et du coup décider de recréer des fêtes foraines ou de les réouvrir? Réponse non, Théâtre Dijon. Le Conseil d'État, quant à lui, a suspendu l'interdiction générale absolue de sortie des résidents d'EHPAD, d'où d'ailleurs les nouvelles normes depuis de réouverture progressive des EHPAD. Plus surprenant, on avait vu ensemble qu'il y a eu tout un long feuilleton sur le point de savoir si les maires peuvent ou pas réglementer l'épandage de pesticides sur le territoire de leurs
communes, notamment en bordure des habitations. Il y a eu des modifications, notamment décrétales sur ce point, et le Conseil d'État a répondu par la négative à cette question. Mais les maires, entre-temps, ont rusé. Ils ont dit « Ah, mais ce que je vais faire, c'est considérer comme un déchet illégalement déposé tout écoulement de pesticides en dehors des zones où cet écoulement est censé être fait. » Et là, la position, qui n'est pas du coup le même sujet, pas exactement, la position du maire est évidemment beaucoup plus solide, d'où le fait qu'en tout cas, le TA de Nantes n'a pas suspendu un tel arrêté pris par le maire de la montagne. Donc la montagne accouche d'un arrêté, le TA lui a souri. Autre grand sujet en ce moment, le zéro artificialisation nette, sobriété foncière, qui sont un des grands thèmes du quinquennat, qu'il est question maintenant de décliner dans le projet de loi sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforçant la résilience face à ses effets. Sauf que du coup, on va vers une réglementation extrêmement stricte et quantitative de ces questions d'artificialisation nette de sol. Un certain nombre d'associations d'élus, notamment la DCF, ont poussé un coup de gueule en disant allons vers quelque chose d'un peu plus qualitatif et d'un peu moins quantitatif. 14. Ajustement post-loi ASAP pour ce qui est des prescriptions techniques applicables en matière d'ANC, notamment de petites ANC. Voici. Et 15, trois textes importants sur les énergies vertes et sur l'électricité. Passons maintenant au grand dossier. Avant-projet de loi 4D, les facettes d'un texte sans grand relief. Le voile se lève sur les dimensions de l'avant-projet de loi 3D devenu 4D, avec en gros 6 grands thèmes. Sur la différenciation territoriale, la démocratie locale, les chefs de filât, on va vers des possibilités d'évolution avec des pouvoirs donnés aux élus locaux normatifs, mais attendons le texte définitif parce que c'est un peu compliqué. On ancre le principe de différenciation territoriale dans la loi, on abaisse les seuils de signature d'habitants ou de citoyens pour qu'une délibération puisse être inscrite à l'ordre du jour, on définit, important, les contrats de cohésion territoriale et quelques autres ajustements, notamment sur les CTAP, qui d'ailleurs auraient l'obligation de débattre de possibles délégations de compétences par convention. On développerait une sorte de chef de filât, comme il y en a déjà, mais qui serait donné à la région dans un certain nombre de domaines, planification de la transition, de l'efficacité énergétique, coordination et animation de l'économie circulaire, pas vraiment une révolution, vu les compétences qu'ils ont déjà, au département en matière de santé, habitat et précarité, et au bloc local pour la transition énergétique au plan local, les 2 cycles de l'eau, les déchets. Rien de très révolutionnaire. En matière de mobilité, on aura une décentralisation des tronçons de route nationale au département, voire aux métropoles. Il y a tout un débat sur le point de savoir s'il pourrait y avoir une expérimentation sur de la décentralisation des routes nationales aux régions, donc attendons les textes définitifs sur ce point. Il s'agira de s'appuyer sur les collectivités pour piloter l'investissement dans les réseaux routiers, évolution des ZFE, transfert de gestion de propriété des petites lignes ferroviaires et des gares. Les intercos auraient un siège de plus à l'ADEME. Il y aurait un régime juridique éventuellement sur le trait de côte, mais on n'est vraiment qu'à miguer là-dessus. Renforcement des pouvoirs des maires sur les espaces naturels protégés, et les régions verraient leur rôle renforcé pour gérer les zones Natura 2000. En matière d'urbanisme et de logement, serait expérimentée sur 6 ans une délégation complète de compétences en matière de logement et d'hébergement au profit des EPCI. On accélérerait la récupération des biens vacants, en tout cas en centre-ville, extension du régime des opérations de revitalisation du territoire, un département pourrait réaliser le PLH d'un EPCI, ajustement sur le fameux article 55 de la loi SRU, expérimentation de l'encadrement des loyers. En matière de santé, cohésion sociale, scolaire, on aurait des collectivités qui verraient leur siège réévalué à la hausse dans les ARS, qui pourraient financer les établissements publics de santé. On aurait une recentralisation expérimentale du RSA, un rôle de chef de filât donné au département pour l'habitat inclusif, quelques ajustements sur les métropoles ou les communautés urbaines pour les SIAS, quelques éléments sur la protection de l'enfance, quelques éléments sur la médecine scolaire ou les relations entre collectivités et établissements publics locaux d'enseignement. Un volet déconcentration aussi, avec un cadre juridique pour les maisons France Service et quelques autres éléments qui ne sont pas bouleversants à vrai dire. Un régime par défaut sur l'état d'urgence sanitaire
qui fait qu'on aurait un droit tout prêt, si vous voulez, si demain ça nous revient, et toute une série de réformes balais et un assez beau volet ultramarin. Bon, donc au total, un texte où il n'y a rien qui est un relief immense, rien qui bouleverse, mais beaucoup de petites choses qui sont assez intéressantes. Il faut dire aussi que au lendemain du grand débat national, c'est surtout une pause dans les réformes qui avaient été demandées et un retour au couple de communes-départements. Mais c'est vrai que après donc la loi engagement et proximité, qui était quand même très très communaliste, on s'attendait à un texte un peu plus intercommunal, ce qui n'est que très peu le cas dans ce texte. Mais il y a des choses intéressantes. Sur tout ceci, nous avons voulu demander ce qu'il en pense à monsieur Didier Austré, qui est directeur adjoint de l'Association des maires de France. Monsieur le directeur adjoint, merci d'être avec nous. Bonjour. Premièrement, quels sont les éléments de cet avant-projet de loi que vous saluez dans leurs principes, tout en demandant des améliorations? C'est une question complexe auquel il nous faut répondre. Néanmoins, ce que nous pouvons dire au niveau de l'AMF, c'est que l'avant-projet de loi 4D tel qu'il nous est présenté ne correspond pas aux attentes exprimées par l'ensemble des élus de l'AMF, mais au-delà des élus des trois grandes associations d'élus. Je pense évidemment à l'Association Département de France et à Région de France. Ces trois associations ayant constitué en fait Territoires Unis, dont l'objet d'être est la défense et la promotion d'une réelle décentralisation. Et quels sont les points de cet avant-projet de loi 4D que vous contestez dans leurs principes mêmes? Plus que des points, il s'agit effectivement des principes qui constituent l'ossature de cet avant-projet de loi que nous contestons. 4D, différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification. Certains de nos élus rajoutent un cinquième D pour le D de déception, ce qui en signifie long sur l'attente qu'avaient les élus de l'AMF à l'égard de ce texte. Je parlais effectivement de principe, puisque au-delà effectivement de la déconcentration, nous nous rendons compte effectivement dans un certain nombre d'articles qu'il y a des velléités, des tentatives de l'État de recentraliser. Je pourrais donner un certain nombre d'exemples sur un certain nombre de sujets, autant de manières de faire effectivement qui ne correspondent pas aux attentes de nos élus. Et quels sont, pour l'AMF, les grands points absents de ce texte? Il s'agit là aussi, plutôt que de points de principe, nous aurions souhaité effectivement, à travers cet avant-projet de loi, reconstruire le mode de relation entre l'État et les collectivités locales, éviter les doublons de compétences, ériger, j'allais dire, en principe, qui paye décide et qui décide paye, travailler sur la question de l'autonomie financière et fiscale des collectivités, qui est un sujet cher à l'Association de maires de France. Là encore, l'ensemble de ces éléments ne sont pas contenus dans cet avant-projet de loi, qui constitue plutôt pour nous un ensemble effectivement d'éléments assez disparates, assez hétérogènes, qui concernent évidemment les collectivités et l'État, mais qui se caractérisent par un manque de souffle, par un manque d'ambition que nous regrettons. Eh bien, merci et au revoir. Merci de cet échange. Au revoir et à bientôt. Et merci à vous. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Au revoir.